Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur cette session live de Illico Veto. Je me présente, je suis Marie, je suis la directrice marketing de Illico Veto et je suis très heureuse de vous accueillir aussi nombreux pour cette web conférence sur le thème Bien vivre le déconfinement avec mon animal. Alors, c'est un sujet un peu inédit et donc pour ça, on vous a proposé un format un peu spécial cette fois-ci. On a vraiment souhaité vous laisser la parole et vous laisser poser vos questions directement à notre vétérinaire durant toute la durée de cette session. Donc, la première partie de cette webconférence, elle va être consacrée aux questions que nous avons reçues par mail et sur les réseaux sociaux. Et la seconde partie, on vous laissera la parole. Et Benjamin, notre modérateur, se chargera de les transmettre à Elodie, notre vétérinaire. Alors, j'enchaîne sur notre experte vétérinaire. Élodie Losserand, qui est diplômée de l'école vétérinaire de Toulouse et qui est passionnée par l'étude du comportement des chiens et des chats. Alors, pour ceux qui ont déjà assisté à certaines de nos webconférences, vous la connaissez, vous savez que c'est une habitude de la chaîne Illico Veto. Je lui laisse donc la parole à Élodie et à Benjamin, puis je vous retrouve à la fin de la session. Oui, moi juste un petit mot peut-être pour dire que n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat pendant la conférence. Et puis on pourra pas y répondre tout de suite, mais moi je les enregistrerai et on posera les questions directement à Elodie à la fin. Donc vous avez peut-être l'habitude si vous aviez déjà participé. Donc moi je vais les répertorier au fur et à mesure. À toi Elodie. Merci Benjamin. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous ce soir. Donc comme vous l'a expliqué Marie, je vais d'abord répondre à des questions un petit peu générales qu'on a reçues par mail et ensuite je serai à votre disposition pour répondre à vos questions un peu plus précises sur vos animaux, concernant vos animaux de compagnie. Je voulais commencer tout d'abord cette petite présentation en vous rappelant les mots du Premier ministre. Il a dit que nous allons devoir vivre avec le virus. Donc ça veut quand même dire que la levée du confinement ne signifie pas que le virus a disparu et qu'il ne faut plus faire attention. Finalement, la distanciation sociale et les gestes barrières restent les deux règles à avoir en tête. Et finalement, à chaque fois que vous voulez sortir, vous déplacer, etc., vous devez vous poser au moins une question. C'est est-ce que je vais pouvoir respecter la distanciation sociale lors de ma sortie ou de mon déplacement? Si la réponse à cette question est non, c'est qu'a priori, votre sortie n'est pas envisageable. Alors, évidemment, je parle des sorties plaisir et pas des sorties essentielles comme aller au travail ou faire ses courses. Donc ça, c'est vraiment important à avoir en tête et c'est vraiment quelque chose que je vais garder puisque la réponse à vos questions sera basée dans le cadre des mesures gouvernementales qui ont été mises en place et qui doivent être respectées, évidemment. Au niveau de la première question qu'on nous a posée, donc c'est celle-ci, qui inquiète pas mal des propriétaires de chiens notamment, c'est le fait que vous devez retourner travailler et comment finalement préparer votre chien au retour de ses absences la journée. Donc moi, je vais vous faire une réponse plutôt pratico-pratique sur comment faire. Donc, il faut savoir que, effectivement, si votre chien il avait déjà des problèmes de séparation avant le confinement, évidemment, il risque d'avoir de nouveau des problèmes à la levée du confinement, puisque là, il était tout le temps avec vous et là, de nouveau, il va avoir des absences. Donc, comment faire pour l'habituer progressivement à ce retour des absences? Le mot, je l'ai dit, c'est progressif. Un peu à la lumière du déconfinement finalement. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire là pendant le temps qui nous reste avant la levée du confinement? C'est de pouvoir faire des absences en fait dans votre journée et en augmentant la durée progressivement. Ne partez pas 4 heures d'un coup alors que vous étiez 24 heures sur 24 avec votre chien. Donc faites-le progressivement. Pourquoi pas d'abord une demi-heure, puis une heure, etc. jusqu'à avoir une durée qui correspond à la durée pendant laquelle vous allez laisser votre chien seul quand vous aurez repris le travail. Évidemment, quand vous partez et quand vous revenez, il faut faire comme si de rien n'était pour vraiment montrer au
chien qu'une absence, c'est rien de grave. Donc, il ne faut pas qu'il s'inquiète. Donc, vous partez tranquillement en étant neutre, voilà, en étant neutre, et vous revenez tranquillement en étant neutre. Si lui, il vous fait énormément la fête, dites-lui simplement bonjour et ensuite vaquez à vos occupations. Et quand il s'est calmé, là, vous pourrez vous occuper de lui, voilà, en jouant ou en allant vous balader. Vous pouvez également lui donner quelque chose avant de partir. Donc, par exemple, un jouet qu'il aime bien. Alors, attention au corps étranger, hein, s'il a l'habitude de déchiqueter, ne donnez pas n'importe quel jouet. Hein. Soyez sûr qu'il est résistant. Vous pouvez aussi donner un os en peau de buffle, un Kong rempli de friandises, un t-shirt avec votre odeur si votre animal n'est pas vraiment gourmand mais préfère plutôt le contact avec votre odeur. Voilà, ce genre de choses. Vous pouvez également aussi lui mettre la télé ou la radio pendant votre absence. Il aura peut-être l'impression d'une présence humaine avec lui. Donc voilà, ça, ce sont un petit peu des petites astuces si votre chien est un peu sensible aux absences et pour éviter les bêtises. Qu'est-ce qu'il faut faire aussi, au-delà de reprise d'absence progressive, c'est reprendre un rythme de vie proche de celui que vous aurez quand vous aurez repris le travail. Donc notamment, c'est important au niveau des horaires de balade. Donc si, lorsque vous aurez repris le travail, vous le baladerez le matin à 7h et le soir à 18h, et ben essayez là de reprendre ce rythme-là. Et pendant la journée, pendant les horaires finalement pendant lesquels vous seriez au travail, ne répondez pas aux demandes d'attention de votre chien. Laissez-le dormir, laissez-le s'occuper tout seul. N'hésitez pas à lui donner de quoi s'occuper seul avec, encore une fois, les Kongs remplis de friandises ou des os en peau de buffle ou des jouets. Mais essayez d'éviter de répondre à ces attentions pendant vos horaires de travail, enfin vos futurs horaires de travail, puisque le moment où vous allez reprendre le travail, vous ne serez pas là pendant ces horaires-là. Donc essayez de l'habituer à ça dès maintenant, et de manière plutôt progressive. Donc voilà pour ce qui est de cette réponse vis-à-vis du retour des absences. Donc n'hésitez pas à la fin, si vous avez des questions plus précises par rapport à votre animal vis-à-vis de ça, ne pas hésiter à la fin de la petite présentation. Ensuite, l'autre question que nous avons reçue, c'est est-ce que les balades collectives entre chiens sont-elles autorisées? Donc, d'après les mesures énoncées par le Premier ministre, le sport en extérieur doit être individuel. Donc, on peut imaginer que les balades des chiens doivent le rester aussi. Bon, on sait que le plus important, c'est de respecter les distanciations sociales. On peut donc imaginer que des balades à plusieurs sont possibles en gardant en extérieur et en gardant cette distanciation sociale. Et pourquoi pas même en portant un masque pour se protéger les uns les autres. Je n'ai pas vraiment la réponse exacte à cette question, mais voilà les éléments de réponse que je peux vous donner. N'oubliez pas que nous devons tous prendre nos responsabilités pour éviter de faire flamber à nouveau le virus. Ensuite, une question que nous avons eue, c'est par rapport à nos amis les chats. Est-ce qu'ils ne vont pas être trop perturbés par ce nouveau changement? Vous savez, il y a eu un premier changement lors de la mise en place du confinement, et là, il y aura un nouveau changement lors de la mise en place du déconfinement, du moins la levée progressive du confinement. Donc, si vous vous rappelez bien, si vous avez été là lors de la webconférence que j'ai faite concernant le confinement, vous savez que les chats sont sensibles aux changements qu'il y a dans leur environnement. Donc, ne pas hésiter à mettre un diffuseur Feliway qui contient des phéromones apaisantes dans la prise de votre logement, dans une prise qui se trouve dans votre maison, notamment dans une pièce où le chat passe beaucoup de son temps, pour l'aider à passer ce cap. Donc, ne pas hésiter à faire ça. Par contre, il faut savoir quand même que il y a certains chats peut-être qui seront contents finalement de retrouver un peu de calme. Donc ça va dépendre un petit peu de chaque chat. Il y en a qui ont peut-être mal vécu le confinement finalement et donc vont bien vivre la levée de ce confinement. Donc bon, ça c'est un petit peu au cas par cas. Mais en tout cas, sachez que vous pouvez mettre un diffuseur Feliway pour vous l'aider à passer ce cap. Ne pas hésiter aussi pendant vos absences à lui laisser des jouets ou alors des distributeurs de croquettes comme par exemple le Pipolino qui lui permettent d'éviter l'ennui de votre chat lorsque vous êtes absent. Ça c'est surtout important pour les jeunes chats avec qui vous
vous avez passé beaucoup de temps et qui demande de l'attention. Donc finalement, lui proposer des jeux, etc., pour pallier à l'ennui en votre absence, c'est une bonne façon de faire. Et pour optimiser l'environnement de votre chat, je vous invite à voir le replay de la webconférence que j'ai fait sur le confinement, qui est disponible sur la chaîne YouTube d'Illico Veto. Ensuite, l'autre question que nous avons, c'est quelles sont les règles finalement pour se rendre chez le vétérinaire et est-ce que vous pourrez y retourner comme avant? Alors, ma réponse, elle est assez brève là-dessus. Elle va être surtout de dire, bah oui, de la même manière que pour les magasins. C'est-à-dire qu'une clinique vétérinaire, c'est un espace confiné dans lequel vous allez être. Donc, les règles sont toujours les mêmes. Distanciation sociale et gestes barrières. Donc, n'hésitez pas à appeler votre vétérinaire avant de vous déplacer, de limiter vos déplacements toujours, hein, et de respecter. Chaque clinique va mettre en place, selon la disposition de leur établissement, des mesures pour respecter les recommandations gouvernementales. Donc, voyez directement avec eux pour cette question-là. Je pense que c'est plus simple plutôt que je vous fasse une réponse complètement générale. Et je voulais juste insister sur le fait qu'il va falloir être indulgent avec votre vétérinaire pour cette levée de confinement, puisqu'ils vont organiser du mieux qu'ils peuvent les consultations pour qu'il y ait de moins de risques possibles, autant pour vous, autant pour eux. Donc, soyez indulgents de ce côté-là. Et notamment, ils vont organiser du mieux qu'ils peuvent les convenances qui ont pris du retard, donc que ce soit pour tout ce qui est stérilisation, etc., ou vaccination. Ce qui m'amène sur la prochaine question qui est que nous avons reçue, donc sur le fait que vous n'avez pas pu vous rendre chez votre vétérinaire pendant ce confinement pour le rappel de vaccin de votre chien ou de votre chat. Est-ce que vous allez devoir recommencer un protocole? Eh bien, avant de répondre à cette question, je pense qu'il est nécessaire de rappeler que le confinement a permis de sauver des vies et que chaque déplacement mettait en danger des personnes. Donc finalement, c'est pourquoi la vaccination n'était pas une raison suffisante pour mettre en danger des vies humaines. Voilà, donc ça c'était pour moi important de le rappeler quand même. Maintenant, pour savoir si vous allez devoir recommencer un protocole ou pas, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Tout d'abord, ça va dépendre contre quel vaccin votre chien ou votre chat est vacciné, puisque la tolérance de dépassement va dépendre du vaccin utilisé. Ça peut aller de quelques semaines à quelques mois, donc ça va vraiment dépendre du vaccin. Ça va dépendre aussi de l'âge de votre chien et du coup de ses anciennes vaccinations. Est-ce que si c'est un chien adulte, est-ce qu'il a été correctement vacciné jusqu'à maintenant, qui fait que du coup son risque est minime, ou alors est-ce que c'est un chiot qui du coup n'a pas beaucoup, voire peu, voire pas du tout vacciné jusqu'à là, et donc pour lequel évidemment il va falloir reprendre un protocole de vaccination. Et ça va dépendre également du mode de vie de votre chien ou de votre chat, puisque les risques ne sont pas les mêmes selon le mode de vie. Donc finalement, votre vétérinaire sera là pour vous guider, pour répondre à cette question. Sachez tout de même que si vous avez un chiot ou un chaton, c'est très important de reprendre la vaccination dès que possible pour éviter les risques qu'on connaît sur les chiots ou les chatons. Mais ne vous inquiétez pas, je voulais quand même vous dire que les vétérinaires pratiquent ce qu'on appelle une vaccination raisonnée qui est là pour protéger votre animal et qui est basée sur une analyse du risque selon les facteurs que je vous ai décrits précédemment et grâce à des connaissances immunologiques sur les vaccins et les réponses de vos animaux. Donc ne vous inquiétez pas et rapprochez-vous de votre vétérinaire concernant cette question. Et enfin, la dernière question que nous avons reçue ressemble un petit peu à la précédente. C'est sur le fait que vous n'avez pas pu donner d'antiparasitaire forcément à votre animal pendant le confinement. Et donc, qu'est-ce que vous devez faire vis-à-vis de ça? Donc là, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est pas de panique. Il suffit de reprendre le déparasitage de votre animal. Donc pour la vermifugation, la fréquence à vermifuger votre animal dépend du mode de vie. En général, on conseille à chaque changement de saison, ce qui veut dire à peu près tous les 3 mois.
Donc, ça voudrait dire que vous êtes potentiellement en retard si vous deviez faire cette vermifugation pendant le confinement et que vous n'avez pas pu la faire. Mais ce n'est pas grave, puisque je tenais à vous le dire ou à vous rappeler, si vous le savez déjà, que les vermifuges n'ont pas de rémanence dans le temps, ce qui veut dire qu'au moment où vous le donnez, il tue les vers s'il y en a de présents, mais la molécule ne reste pas dans le sang dans le temps, qui va tuer d'autres vers s'il va en attraper de nouveau. Ce qui veut dire que si le jour 1, vous donnez le vermifuge, ça tue les vers, le lendemain, votre chien ou votre chat mange une proie infectée de vers et donc se réinfeste, à ce moment-là, il sera de nouveau parasité, il faudra de nouveau le vermifuger. Donc, c'est pas grave finalement pour la vermifugation si vous avez du retard. Donc, n'hésitez pas à faire une vermifugation là dès que vous pouvez, mais c'est pas dramatique. Pour ce qui est des parasites externes, donc puces ou tiques ou moustiques, donc là, c'est très important de reprendre par contre le déparasitage si vous êtes en retard, puisque il faut protéger votre animal contre les maladies transmises par les tiques ou les moustiques, et il faut éviter l'infestation par les puces si c'est pas déjà trop tard, puisque c'est très pénible de s'en débarrasser, les puces, une fois qu'elles sont là. Et pour les moustiques, évidemment, c'est si vous êtes dans une région endémique, essentiellement le sud de la France. Pour ce qui est du détail sur les antiparasitaires, là encore, je vous renvoie à la précédente conférence que j'ai tenue sur l'entretien de la peau et du pelage de votre chien, puisque j'y explique les différents antiparasitaires externes qui existent et comment les utiliser. Voilà, donc maintenant, n'hésitez pas si vous avez des questions, je suis là pour vous répondre du mieux que je pourrai. Alors, donc effectivement, vous pouvez nous laisser les questions dans le chat ou dans le Q&A. Pour le moment, on a une question de Robert, mais qui n'est pas tout à fait dans le sujet. Alors, Elodie, à toi de voir. Que pensez-vous du Vacichek, détermination des titres d'anticorps? Des titres d'anticorps. Alors, je n'ai pas de recul sur cette pratique-là. Effectivement, le fait de mesurer les anticorps, de doser les anticorps pour savoir si votre animal est correctement protégé lié à ses vaccinations précédentes pourrait être une stratégie à faire une vaccination raisonnée. Mais ce n'est pas forcément évident à le proposer aux propriétaires en première intention, puisque si finalement il s'avère que l'animal n'est pas correctement protégé, il va falloir refaire une vaccination. Donc le propriétaire va payer et le dosage des anticorps et la vaccination ensuite. Donc c'est pour ça qu'on préfère faire une vaccination basée sur une analyse des risques et sur les connaissances immunologiques qu'on a des vaccins et de leur tolérance. Ok, merci Elodie. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas, hein. Audrey, Elisabeth, Faustine, Laurent et Robert, si vous en avez d'autres. Vous pouvez poser vos questions à l'oral aussi si vous le souhaitez, il n'y a aucun problème, hein. C'est sympa de pouvoir faire un échange aussi en direct, si on peut dire. Si vous avez des questions, je sais pas s'ils ont l'accès au micro. Faustine, bonjour. J'ai 2 chats qui ont été ravis de m'avoir à la maison. On imagine. Ils sont très affectueux, très collants. Est-ce que partir régulièrement pour les préparer plus Feliway suffira? Alors, suffira, c'est difficile à dire, mais en tout cas, c'est une première piste. Le Feliway, effectivement, permettra quand même une transition plus douce entre le moment où vous êtes toujours là et le moment où vous n'êtes plus trop là. Et surtout, je pense qu'il sera important, c'est d'éviter qu'ils s'ennuient, c'est-à-dire de leur donner de quoi s'occuper en fait pendant que vous n'êtes pas là, ce qui fait qu'ils ne verront pas, entre guillemets, que vous n'êtes pas là.
et évidemment s'occuper d'eux quand vous revenez pour combler un peu le manque qu'ils ont eu dans la journée. Donc ça c'est vraiment vraiment essentiel. Voilà, c'est, je pense, la réponse la mieux que je peux vous faire. Si vous rencontrez des troubles du comportement suite à cette levée de confinement concernant vos chats, n'hésitez pas à contacter un vétérinaire comportementaliste pour vous aider au mieux, puisqu'évidemment, je peux faire que des réponses très générales, mais je ne peux pas vous faire des réponses hyper précises, vu que c'est au cas par cas. Comment vous pourrez voir l'apparition d'un problème, d'un trouble comportemental chez vos chats? Tout d'abord, c'est effectivement, vous les connaissez bien et donc vous verrez un petit peu s'il y a un changement dans leur comportement. Et sinon, ça peut être l'apparition de malpropreté, l'apparition d'agressivité entre les chats ou avec vous. Voilà, ça peut être l'apparition de léchage aussi. Alors, soit un chat qui se lèche trop, qui du coup peut carrément se faire des lésions, voire donc s'enlever des poils sur le ventre par exemple, ou avoir une peau carrément irritée à force de se lécher, ou alors au contraire un chat qui ne se toilette plus. Ce sont deux signes de stress, d'anxiété si je peux dire chez le chat. Donc voilà, vous pouvez surveiller ces signes-là, là à la levée du confinement, pour voir si effectivement vous avez besoin de vous faire aider plus en profondeur et en détail ou pas. Ok, est-ce que il y a encore des questions? Alors, j'en ai une en privé, peut-être que les autres participants ne verront pas sur le chat, mais qui est une question peut-être que tout le monde se pose s'ils n'ont pas vu, les actualités. C'est est-ce que mon animal risque de contracter le virus? Après le déconfinement, évidemment, on y pense tous pour nous, mais il y a aussi nos animaux de compagnie. Alors ça, c'est la grande question qui rythme l'actualité, si j'ose dire. Pour faire simple, parce que ce sont des questions qui ne sont pas évidentes, étant donné que déjà, il nous manque d'informations pour les humains, donc il nous manque aussi des informations concernant nos animaux de compagnie. Mais pour faire simple, les chiens et les chats, il y a déjà une différence entre être contaminé et être infecté. Être contaminé, ça veut dire avoir du virus sur soi ou en soi, sans forcément que le virus se développe dans nos cellules et donc nous rende malades. D'accord? Et qu'il se multiplie, etc. dans nos cellules. Bon, donc ça, c'est une première chose. Et donc, si on est juste contaminé, on peut transmettre le virus aux autres, mais en étant comme une porte de poignée, quoi, en étant un vecteur inerte. Bon. Et ensuite, l'infection, c'est la multiplication du virus dans nos cellules et donc là, potentiellement, des signes cliniques ou pas d'ailleurs, si on est asymptomatique. Donc voilà déjà la différence qu'il faut bien faire. Ensuite, ce qu'on sait à l'heure actuelle, suite à une étude qui a été faite en février de cette année sur les chats, les chiens et les furets, c'est que effectivement, les animaux de compagnie peuvent contracter le virus et le virus peut se multiplier dans leurs cellules, mais c'est pas si simple, c'est pas facile à le faire et ça dépend des espèces. Il faut savoir que le chat est plus à même à se faire infecter par le virus que les chiens et les furets aussi d'ailleurs, mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils auront des signes cliniques. Bien, donc grâce à ces connaissances qui sont encore faibles, comme je vous l'ai dit, par mesure de précaution, ce qu'on préconise, c'est si un propriétaire de chien ou de chat ou de furet est malade du Covid-19, fasse une distanciation sociale avec son animal de compagnie, comme il le ferait avec un membre de sa famille, en fait, pour limiter une potentielle infection, mais aussi tout simplement une potentielle contamination sur le poil, etc., qui va faire contaminer les autres. C'est-à-dire que si vous êtes malade du Covid-19, vous restez isolé dans une pièce et vous n'êtes pas en contact avec les autres membres de votre famille. Mais votre chat vient se coucher dans votre lit, vous le caressez, vous le toussez un peu dessus, ce genre de choses. Et ensuite, il va se faire caresser par les autres membres de votre famille. Il peut très bien être le vecteur du virus
comme le serait une poignée de porte, quoi. Donc, par mesure de précaution, on préconise ça de faire une distanciation sociale entre la personne malade et son animal de compagnie. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il y a plus de risques pour les animaux que pour les humains. Il faut savoir que là, nous avons plus de 25 000 morts en France du Covid-19 et il y a eu quelques cas dans le monde d'infection par le Covid-19 d'animaux de compagnie sans qu'il y ait forcément eu de mort avérée liée au Covid-19. Donc, voilà. Prendre un peu avec des pincettes. Je pense que le plus important, c'est de faire une distanciation sociale quand même entre humains, puisque c'est les humains que le Covid-19 tue plus que finalement nos animaux de compagnie. J'espère avoir répondu à votre question. Oui, qui est pas évidente. Alors, une question d'Audrey aussi. Bonjour, le miaulement peut être un signe d'anxiété? Point d'interrogation. L'un de mes chats miaule beaucoup le soir quand je me couche. Est-ce que ça peut se développer avec le déconfinement? Alors, ça dépend. Je sais que vous n'aimez pas trop les questions. Mais en fait, le miaulement, ça dépend la fréquence, ça dépend le son, si j'ose dire, du miaulement, ça dépend toutes les actions qui sont autour du miaulement. Est-ce qu'il est anormal, quoi? Voilà, s'il y a des miaulements qui sont normaux, d'autres qui sont anormaux. Ça peut être un miaulement de douleur. Enfin voilà, vous voyez, il existe plein de miaulements. Donc, c'est difficile à vous répondre dans l'absolu si oui ou non. C'est un signe d'anxiété. Ce qu'il faut un petit peu vous poser question, c'est est-ce que ce miaulement n'est pas plutôt un signe de mécontentement? Est-ce que vous fermez la porte de votre chambre et qui gratte à la porte en miaulant, en l'air de dire laisse-moi rentrer, et que ce ne serait pas plutôt du mécontentement plus que de l'anxiété? La deuxième question que vous avez à vous poser, c'est est-ce qu'il le fait dans d'autres circonstances? Et aussi, est-ce que ça vient d'apparaître avec le confinement, vous êtes plus avec, ou est-ce que c'était depuis longtemps que votre chat présentait ce miaulement? Et la dernière chose que j'ajouterais, c'est si parce que vous parlez quand c'est le soir, quand vous vous couchez, si vous laissez la porte ouverte de votre chambre, est-ce que votre chat présente ce miaulement? Voilà, donc un petit peu tous les éléments de questions-réponses que vous pouvez vous poser et des signes à regarder pour savoir si c'est anormal et si c'est plutôt de stress ou de mécontentement. Ok. On a Robert qui complète sa question. Donc, bien compris la réponse dans le cas général. Dans le cas particulier, j'ai 2 chatons Maine Coon qui auraient dû avoir leur premier rappel de vaccination à 1 an en mars. Je vais donc avoir environ 3 mois de retard. Est-ce qu'il faut tout recommencer? Ou est-ce que du coup, le VaciCheck ne peut pas être dans ce cas particulier utile? Alors, 2 chatons Maine Coon qui auraient dû avoir leur premier rappel de vaccination à 1 an en mars. Alors, je vais chercher de ce pas le document concernant les réponses plus précises. Comme ça, je peux vous répondre plus précisément. Donc, encore une fois, ça dépend du vaccin des vaccins contre lesquels il est vacciné. Donc, s'il est vacciné contre RCP et leucose, donc pour ce qui est de la leucose, alors, s'il devait avoir, donc, voilà. Donc, il y a 13 mois de possibilité entre la deuxième injection de primo-vaccination et l'injection à 1 an, si j'ose dire. Il y a 13 mois de délai. Au-delà de 13 mois, il faut recommencer une primo-vaccination. Donc, ça, c'est pour le FELV. Et pour le RCP, alors attendez voir, là, pour le RCP, donc votre chaton, normalement, il avait plus de 16 semaines, c'est ça, lors du confinement. Oui, il avait... Plus de 26 semaines. Plutôt, pardon, 26 semaines. 26 semaines, c'est 6 mois. Donc, il avait plus de 6 mois lors du début du confinement. Il avait 1 an, en fait. Ils avaient 1 an. Oui.
Alors là, il faudra refaire juste 2 injections de RCP parce que de toute manière, il faut toujours faire 2 injections malheureusement de RCP à 1 mois d'intervalle. Voilà, il n'y aura pas le choix de ce côté-là. Robert, c'est vrai que sur des questions techniques comme ça, n'hésitez pas à nous les envoyer avant. Ce sera parce que c'est vrai que là c'est beaucoup plus précis, c'est intéressant, mais le temps que Elodie puisse faire des recherches pour vous répondre au mieux. Alors j'ai une autre question que je retrouve. Nous vivons le confinement avec 3 enfants, un chien et un chat à la maison. Depuis quelque temps, notre chat semble être plus irritable avec les jeunes. Peut-on faire quelque chose pour améliorer la situation? Oui. Bon, déjà, a priori, votre chat va être soulagé du déconfinement puisqu'il sera peut-être plus tranquille. La meilleure réponse que je peux vous donner, c'est lui proposer des solutions de repli et des cachettes dans votre maison ou appartement, je ne sais pas où est-ce que vous vivez, dans lesquelles il peut être tranquille et non dérangé. Ce qui fait que lorsqu'il se sent, comment dire, qu'il en a marre en fait d'être en votre présence et qu'il a envie d'être tranquille, qu'il puisse aller se réfugier dans ces endroits-là qui sont vraiment des endroits propres à lui où on ne va pas le déranger, on ne va pas le déloger, on ne va pas l'embêter pour qu'il puisse vraiment souffler de la situation. Voilà, c'est vraiment la meilleure réponse que je peux vous faire. La deuxième réponse que je vais vous faire, c'est si il n'y a pas d'amélioration à la levée du confinement et donc au fait qu'il y ait moins d'agitation, moins de bruit, moins de personnes, peut-être vous faire aider par un vétérinaire comportementaliste pour vous donner des réponses un peu plus précises, éventuellement sur changer encore d'autres choses que ce que je viens de vous dire sur son environnement et d'autres petits conseils. Ok, merci Elodie. Je regarde. Recommandez-vous d'aller chez le toiletteur avec mon chien à la sortie du confinement? Alors, je vais vous dire que ça dépend de la race du chien. C'est-à-dire que si c'est un chien qui nécessite d'être toiletté pour des raisons pas de santé, mais disons Oui. qu'il y a des chiens qui ont les poils tellement longs qui tombent dans les yeux, qui du coup leur irritent les yeux. Il y a des chiens qui doivent aussi, qu'on doit leur couper les poils au niveau des oreilles pour éviter les otites, etc. Donc pour ces chiens-là, évidemment que aller chez le toiletteur pour ces chiens, ça paraît pas indispensable, mais du moins assez nécessaire quand même pour éviter les problèmes. Si Celui qui est en photo, non? oui, par exemple. Et si c'est juste pour une question esthétique, je pense qu'on peut attendre un peu. Bon, après, vous allez me dire, c'est un peu la même question que pour les coiffeurs et les humains. Oui. Ma réponse est un petit peu ce que j'ai dit en introduction, c'est qu'il faut quand même réserver nos déplacements à des choses. Oui, il faut commencer à reprendre une vie un petit peu, mais il ne faut pas oublier que le virus est toujours là et que chaque déplacement nous met en danger et met en danger aussi les gens. Donc voilà, il faut prendre toutes ces questions en perspective pour savoir si oui ou non vous allez chez le toiletteur pour votre chien. Après, nous sommes tous des adultes Ouais. et responsables de nos déplacements et de nos agissements. Oui, puis si on vit seul avec son animal et qu'on tombe malade, il y a quand même une question après, comment s'en occuper, qui s'en occupe. C'est vrai il y a aussi cette responsabilité-là. Exactement. Je crois que pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. Je rebalaye en même temps. N'hésitez pas, hein, on a encore un petit peu de temps. Alors, tout à l'heure, tu parlais des facteurs enfin des signaux de stress chez le chat. Moi, je me demandais, c'est une question, là, c'est moi qui la pose. L'équivalent chez le chien, enfin, quels sont les signaux que l'on peut détecter chez le chien au moment enfin, soit pendant le confinement, soit après au déconfinement, et qui doivent alerter le propriétaire? Alors, ça va dépendre de l'état dans lequel est le chien, hein, s'il est plus ou moins stressé
Donc plus vers le moins ou plus vers le plus, disons. Ouais. Alors, les signaux qui montrent qu'il est mal à l'aise, et donc ça, ce sont des signaux que vous pouvez repérer en fait dans n'importe quelle situation et qui sont intéressantes à repérer, notamment pour éviter les morsures. Puisque votre chien est en train de vous signifier qu'il est mal à l'aise de la situation et que si vous continuez, il risque d'aller jusqu'à la morsure. Donc ça, ce sont des signaux que j'ai présentés lors de la webconférence sur le confinement. Vrai, donc ouais. n'hésitez pas à aller les revoir. Je vais vous les reciter rapidement. Donc il y a par exemple le pourlèchement de babine, donc le chien qui se lèche le museau, si j'ose dire. Donc ça, voilà, si par exemple vous voulez le caresser et qu'il se met à se pourlécher les babines plusieurs fois, ou alors il se met à bâiller, c'est que clairement il n'a pas envie que vous le caressiez, donc il faut le laisser tranquille. Là, il est en train de vous dire non, quoi. Il y a ça, il y a s'il fuit, hein, s'il détourne le regard, il détourne la tête, il détourne le corps. Ça, ce sont des signes qui disent je suis pas à l'aise. Voilà, il y a ce genre de choses. Et ensuite, pour les signes plus d'anxiété, il y a par exemple une hypermotricité, une hypervigilance. Le chien qui va être vraiment vigilant à nos moindres mouvements, au moindre bruit, qui va nous suivre partout dans la maison parce qu'il est inquiet de ne pas nous voir. Donc ça, ce sont des signes. Sinon, ça peut être des signes plus généraux sur le fait qu'il perde un peu l'appétit, ce genre de signes. Et il y a aussi le léchage, hein, comme chez le chat. Alors, le chien, contrairement au chat, ne se toilette pas, donc il n'y a pas d'absence de toilettage. Mais du coup, un chien qui se lèche frénétiquement, c'est du coup un signe d'anxiété. Donc, pareil, ils vont se lécher souvent le ventre, les flancs ou alors les pattes. Donc, soit le dessus des pattes, soit les coussinets. Ils peuvent lécher ou mordiller, jusqu'à parfois se faire des lésions, hein, carrément. Donc, ça peut être un problème dermatologique, hein, faut pas tout penser comportement, mais ça peut être aussi un signe d'anxiété de la part de votre chien. Donc, effectivement, ce sont ce genre de signes que vous pouvez voir. Et après, surtout, les autres signes que vous pouvez voir, c'est surtout s'il y a des problèmes en votre absence. Un chien qui détruit, un chien qui hurle à la mort ou un chien qui est malpropre en l'absence, alors qu'il est propre en présence, qu'il ne fait pas de bêtises en présence, ça veut dire qu'il y a un problème et que là, ça nécessite de vous faire aider. Ok. Là, j'ai une question. Recommandez-vous d'adopter un animal en cette période ou dois-je attendre un petit peu? Alors, le problème, c'est qu'on est un peu incertain sur l'avenir et sur un potentiel reconfinement. Alors, j'espère pas, clairement, mais si ça arrive, ça veut dire que là, si vous adoptez un chiot maintenant, il aura à peine 3 mois si dans 3 semaines, on doit se reconfiner. Donc, Il faut un extérieur, quoi. Il faut un extérieur, mais c'est surtout que le confinement n'est pas vraiment propice au développement comportemental du chien, notamment de sa socialisation, etc. Donc, c'est pas forcément évident. Après, il y a des moyens, hein, de détourner ça, etc. Mais en tout cas, c'est pas forcément recommandé d'adopter un chiot, en tout cas, en cette période. Un chien, ça dépend du chien. Mais un chiot, en tout cas, c'est pas forcément évident puisque vous pouvez vous exposer à de futurs problèmes comportementaux du fait de ce déficit de socialisation qui est lié au confinement, quoi, en tout cas. Donc, si vous prévoyez d'adopter un chiot, là, dans les prochaines semaines, n'hésitez pas à vous faire aider tout de suite par quelqu'un. N'hésitez pas à aller voir soit un éducateur, soit un vétérinaire comportementaliste pour faire une consultation de pré-adoption, si j'ose dire, avant même d'avoir adopté votre chiot, pour justement qu'il vous donne les clés, les conseils pour bien accueillir votre chiot et vous débrouiller dans ce contexte un peu particulier. Ça, ce serait des choses qu'il faudrait faire tout le temps, hein. Je fais un peu de pub, du coup, j'en profite, mais se renseigner auprès de professionnels avant l'adoption d'un chiot ou d'un chien, ce serait vraiment quelque chose qui serait recommandé systématiquement avant l'adoption. Parce que venir après, quand il y a des problèmes, c'est un peu dommage. Donc, il vaudrait mieux faire de la prévention et donc aller voir un professionnel avant pour avoir toutes les clés en main et ensuite se lancer dans cette superbe aventure qui est l'adoption d'un chien. Ok, on a une question qui est sur la dépression. Ça rejoint peut-être en partie le stress, mais là, c'est vraiment les signes de dépression chez le chat et le chien.
Oui, alors les signes de dépression, ce sont plutôt des signes en hypo, si j'ose dire. Oui. Donc, c'est un chien qui dort beaucoup plus, un chien ou un chat, qui dort énormément. Alors, attention, hein, un chat, ça dort 12 à 16 heures par jour. Hein, donc, voir la différence voilà, sur un chat, c'est pas forcément évident. Après, Oui. c'est vous qui connaissez votre chat. Hein. Si sur une période où il était normalement actif et que là, vous voyez qu'il passe son temps à dormir, bon, peut-être qu'il faut se poser un certain nombre de questions. Donc, c'est effectivement voilà, un chien ou un chat qui dort plus, qui a plus d'entrain à jouer, voilà, qui a plus vraiment cet entrain. Et il peut avoir des signes du type anorexie, hein, donc une perte d'appétit liée à cette dépression. Donc, alors, avant que vos chiens arrivent en dépression, il y a quand même d'autres stades. Hein. Le chien passe pas en dépression de je suis bien à je suis en dépression. Il y a quand même d'autres stades avant avec tous les signes que je vous ai dit tout à l'heure que vous pouvez d'abord observer. Et si c'est le cas, ne pas hésiter à vous faire aider justement avant d'arriver au stade de dépression. Le stade de dépression, on ne peut s'en sortir que grâce à une médicalisation avec un anxiolytique. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour l'instant, j'en ai pas d'autres. S'il n'y en a pas, on va te remercier, Elodie. Encore quelques minutes. Non? Donc, de toute façon, on mettra en ligne un replay sur la chaîne YouTube hein, d'Illico Veto. Donc, si vous voulez revoir les questions et les réponses, surtout d'Elodie, n'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube Illico Veto. Marie, tu veux conclure? Oui, je vais conclure. Merci, merci Benjamin, merci Elodie, à vous tous les participants. J'espère que cette web conférence vous aura plu. Pour clôturer, je me permets juste de vous rappeler que Illico Veto est un service de conseil vétérinaire à distance. Voilà, ce qui est plutôt utile en cette période de distanciation sociale. C'est un service qui est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et donc, si jamais vous êtes inquiet pour la santé de votre animal, que vous avez une question, ou comme le disait Elodie tout à l'heure, si vous envisagez d'adopter un animal, nos vétérinaires sont à votre dispo. Et donc, je vous invite à aller sur www.illicoveto.com. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle soirée à tous et prenez bien soin de vous. À bientôt, bonne soirée. Au Au revoir. revoir.